Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous voici dans un point lecture. Le livre qui nous intéresse maintenant, c'est L'effort pour rendre l'autre fou de Harold Searles. Je vais commencer par une présentation de l'auteur et de l'œuvre dans son ensemble. Ensuite, je vais formuler une critique et dire l'intérêt que je porte à cette œuvre ainsi que la problématique qui m'a guidé dans la lecture pour pouvoir entrer dans le détail avant de conclure. Donc commençons les présentations. Harold Searles est un psychanalyste américain spécialisé dans les psychoses et dans la schizophrénie. Il est né en 1918 et il est mort en 2015. L'effort pour rendre l'autre fou est un recueil d'articles publiés en 1977. Il y a en tout 11 articles classés par ordre chronologique de l'année 1955 à l'année 1963. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de chaque article, je vais simplement me concentrer sur la problématique qui a guidé ma lecture. Le livre est préfacé par Pierre Fédida, qui est un psychanalyste, professeur des universités français, né en 1934 et mort en 2002, spécialiste du lien entre les psychopathologies et le concept d'existence. Donc c'est un livre assez épais, il y a 696 pages de lecture, une bibliographie assez impressionnante avec plusieurs dizaines d'auteurs, d'œuvres et d'articles qui m'a demandé beaucoup d'efforts. C'est un travail de psychanalyste qui a pour but de rendre compte de la relation entre un thérapeute et ses patients. Une relation centrée autour d'un effort qui est de rendre l'autre fou. L'auteur va donc s'intéresser à ce qui constitue l'individualité d'une personne. Mais il faut faire attention parce que c'est une œuvre de psychanalyste et la psychologie s'intéresse aux individus et au fonctionnement des individus. Alors que la philosophie, elle, va s'intéresser plus aux concepts, aux idées générales et aux définitions. Donc dans le travail de thérapie qui est présenté par Harold Searles, il va y avoir une tension entre ces deux domaines. Cela va être l'objet de ma critique, de la problématique que j'ai choisie et du corps des articles. Donc deuxième point, la critique, l'intérêt et ma problématique. C'est un livre assez long à lire. Je ne suis pas psychanalyste, donc cela m'a demandé beaucoup de recherches, surtout des termes et de ce que cela impliquait dans les thérapies. C'est surtout un livre à destination des autres psychanalystes. Searles appartient aussi à une école qui est proche de Freud et qui utilise beaucoup de ses théories. Donc il est souvent, voire trop, fait référence à la mère et à la sexualité. L'auteur, comme ce sont ses articles, fait également beaucoup de références à lui-même, c'est-à-dire à d'autres articles qu'il a lui-même écrits et à ses expériences personnelles. Il fait également référence et rend honneur à pas mal de ses collègues. Donc ces articles et les articles qu'il cite commencent à dater. En général, les articles vont des années 20 jusqu'aux années 60. Aujourd'hui, la psychanalyse et la psychiatrie ont fait des progrès. Néanmoins, l'objectif du livre est parfaitement atteint. Il s'agit de rendre compte de la relation entre le thérapeute et son patient. Et on apprend beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément évidents pour le profane. Il y a plusieurs intérêts à la lecture de cette œuvre. Déjà, comme je viens de le dire, le lien qui existe entre le thérapeute et le patient. Il y a aussi toute une déconstruction de certaines idées sur les maladies mentales, notamment sur la schizophrénie qui est au centre de ce recueil d'articles. Et c'est aussi à partir de ces points que l'on peut établir une problématique d'ordre philosophique. Parce que dans cette œuvre, l'analyse est toujours liée à l'humain. Il ne s'agit pas simplement de sujets à étudier. Il y a une intégration des malades
comme faisant partie de l'humanité. Alors que les idées reçues que nous avons à propos des maladies mentales ont tendance à nous conduire à un rejet de ces malades. Et ce sont ces derniers points qui m'ont permis d'établir 3 axes de lecture. Déjà, il y a la construction de l'identité. Lorsque l'on étudie la construction de l'identité de la personne malade, donc ici de la personne schizophrène, on se rend compte que finalement, construire une identité n'est pas simple et ce n'est pas du tout évident. Simplement, la personne saine, vu qu'elle n'a pas de pathologie, arrive à construire sa personnalité sans problème. Et quelque chose qui n'est pas forcément d'ordre naturel ou qui est contre-intuitif. Ainsi, dans ma lecture, je me suis surtout concentré sur la constitution du moi, de notre conscience. Et cela permet également de penser le rapport à autrui, vu que le livre se concentre sur la relation du thérapeute au patient. On peut également envisager la relation des personnes qui constituent leur identité à la société. C'est pour cela que j'ai été guidé le long de ma lecture par cette question. Quels sont les éléments problématiques de la constitution d'une identité personnelle qui permettent l'interaction sociale? Comme le livre est composé de 11 articles différents, j'ai choisi pour faire ces fiches lecture de suivre cette progression. Donc il va y avoir 11 parties avec ce que j'ai à dire pour chaque article. Le premier article s'appelle « Les processus de dépendance dans la psychothérapie de la schizophrénie ». Il a été publié en 1955. L'idée qui y est défendue, c'est que le schizophrène va combler de nombreux manques et va construire sa personnalité sur une dépendance. Pourquoi une dépendance? Tout simplement parce que l'individu va avoir le sentiment d'exister par le comble de ce manque. C'est l'idée que le plaisir fait que l'on existe et ce plaisir doit être immédiat. Cela revient à un manque de gestion de ses désirs qui sont un signe en psychiatrie d'infantilisation. Donc il y aura beaucoup de liens qui sont faits avec la sexualité et avec la nourriture. Pour l'auteur, ce point de personnalité se base sur les figures parentales et sur la libido. Donc la libido n'est pas purement sexuelle, c'est tout ce qui se rapproche de la sensualité, au sens de tout ce qui peut apporter un plaisir physique. Pour les cas graves de schizophrénie, cela va aller jusqu'à l'identification d'une personne à des organes sexuels. Le risque pour le malade, c'est ici le rejet de l'autre. La dépendance peut aussi être envers quelqu'un qui représente une figure familière, avec les sentiments qui y sont rattachés. Le schizophrène est surtout dans une situation du rejet de la réalité ou d'une non-intégration de sa personne au réel. C'est pour cela que le schizophrène va construire d'autres réalités, et c'est ce qui définit sa pathologie. Dès lors, on comprend le problème du moi, du réel et d'autrui, ainsi que leur construction. Si il y a des malades, nous pouvons percevoir la complexité que nous ignorons, parce que justement, nous avons les capacités d'intégrer ces structures du moi, du réel et d'autrui. Le malade n'a pas ces capacités, et donc ce devrait être quelque chose qui n'est pas évident. C'est un peu facile de dire pour nous, mais si, c'est comme ça que ça se passe, alors qu'il n'y a rien qui puisse le justifier. Et c'est bien le problème pour le malade, et c'est pour cela qu'il lui faut une thérapie. Je vais vous lire un extrait. Ce que met en évidence la psychothérapie intensive des schizophrènes en ce qui concerne les rapports entre besoin de dépendance et omnipotence fantasmée, c'est-à-dire infantile, rend fort plausible certaines spéculations touchant le premier développement du futur schizophrène. Il apparaît, dans le développement normal, qu'au cours de la prime enfance, l'omnipotence subjective qui semble être en vigueur à cette phase de la vie est progressivement abandonnée, tandis que, simultanément, l'enfant fait l'expérience heureuse, continue, d'une satisfaction raisonnable et d'une frustration raisonnable des besoins de dépendance. Expérience qui lui permet de développer une connaissance assez exacte de son pouvoir réel et des limites de ce pouvoir. Tout se passe comme s'il pouvait nettement voir qu'il n'est pas omnipotent, et plus spécifiquement parce qu'il a des besoins qu'il est incapable, donc impuissant à, satisfaire instantanément et entièrement. Il est généralement admis que, dans le développement normal, succédant à la phase d'omnipotence infantile, survient une phase où l'enfant conçoit la personne maternante comme omnipotent. Ici, Searles évoque des cas avec des soins intensifs et généralement hospitalisés. Ce sont des soins psychiatriques avec des rendez-vous quasi quotidiens. Le schizophrène va avoir du mal à faire la part des choses entre un besoin de dépendance et une omnipotence fantasmée. Le besoin de dépendance, c'est une attache affective nécessaire pour le malade. Il ne peut pas s'en passer. Et l'omnipotence fantasmée, ça va être l'idée que le malade pense
pense que la personne à laquelle il s'attache est forcément doué dans tous les domaines. Sinon, il ne pourrait pas s'y attacher. Pour l'auteur, cette confusion a une origine dans l'enfance et l'adolescence. C'est d'ailleurs l'un des clichés qui a été déconstruit. On a l'idée que la maladie est entièrement génétique. Ce n'est pas le cas. On a aussi l'idée que la schizophrénie se développe entre 25 et 30 ans. Alors que pas forcément. Les personnes peuvent présenter des troubles qui vont dégénérer s'ils ne sont pas pris en charge assez tôt. Pour nous faire prendre la mesure du problème chez le schizophrène, il va nous parler du développement normal. Donc le normal, c'est ce qui est sans pathologie. C'est ce qui va correspondre à nos attentes sociales. L'enfant va donc évoluer. Au début, il est dépendant de la mère, qui est une figure parentale, ce que l'on appelle aussi une figure maternelle. Ce n'est pas obligatoirement la mère qui va allaiter. Ensuite, l'enfant va se détacher. Et c'est en se détachant de cette mère qu'il va apprendre la frustration. La frustration, c'est la non-réponse au désir ou au plaisir. Et c'est un développement normal. L'enfant qui se détache du parent, il se détache parce qu'il est moins dépendant au niveau vital. Et normalement, c'est une expérience heureuse. L'individu va faire l'expérience de l'indépendance, de la liberté, du développement de soi et de sa personnalité. C'est ce qui est impossible pour le schizophrène. Cette expérience heureuse est censée nous faire prendre conscience de ce que l'on peut faire dans notre environnement et donc dans le réel. C'est là que nous développons le bon sens et notre volonté à vouloir vivre. C'est ainsi que l'enfant va entrevoir ses limites et le schizophrène est incapable de voir ses limites. Il y a donc pour lui deux possibilités. Soit il va s'enfermer dans une autre réalité, soit il va entraîner son entourage dans ses envies et ses pensées. Et là, c'est une partie de l'effort pour rendre l'autre fou. On comprend bien que l'individu, qu'il soit sain ou malade, va se constituer d'abord en fonction de ses capacités et de ses libertés. On a des besoins. Attention, le besoin en psychologie, ce n'est pas comme en philosophie. En psychologie, le besoin va regrouper aussi toutes les envies et tous les désirs, alors que besoin et désir sont deux choses différentes en philosophie. On ne peut pas tous les satisfaire, ou alors on ne peut pas satisfaire tous nos besoins dans l'immédiat. Et le problème du schizophrène, c'est qu'il vit dans l'immédiat. L'idéal serait de ne pas être malheureux, et donc de ne pas être frustré. L'individu sain fait avec, et c'est cela qui permet de dire qu'un individu est intelligent ou non. L'intelligence, c'est l'adaptation de l'individu à une réalité. Mais attention, ça ne veut pas dire que le schizophrène est un imbécile. Au contraire, tout ce que le schizophrène vit et exprime a du sens. Simplement, l'individu sain n'est pas capable de le comprendre. Et la compréhension de ce qu'amène la pathologie va être le travail du thérapeute. L'individu sain, il est sain justement parce qu'il va renoncer à ses penchants naturels. Et là, on retrouve en partie la théorie psychanalyste de Freud sur le ça. Le ça, c'est l'inconscient. Et il va être un danger pour le moi, c'est-à-dire pour la partie consciente des individus. Et en plus de cela, il y a une autre partie inconsciente qui est le surmoi, qui est l'ensemble des interdits sociaux. Et ces interdits sociaux ne sont pas compréhensibles directement pour le malade. Le malade ne comprend pas qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut tout de suite. La constitution de la personnalité est un processus assez long. Cela ne se fait pas d'un coup. L'individu traverse plusieurs phases. S'il n'est pas omnipotent, quelqu'un doit l'être. Et le schizophrène est bloqué à ce stade. Et c'est ce qui provoque des dépendances. La dépendance va venir combler un besoin que la personne à laquelle il fait référence, la figure maternelle, est censée remplir. Mais ces dépendances ont des limites. Ou ces besoins de dépendance ont des limites. Plus il y a de dépendance, plus le risque d'insatisfaction est grand. Et cette insatisfaction est un danger pour le schizophrène. Une petite satisfaction n'est donc que trop susceptible d'affecter le schizophrène, comme une miette affecte un homme affamé, en lui rendant plus cruellement sensible l'intensité de sa faim. Il y a un conflit permanent chez le schizophrène. La dépendance sert dans la constitution de l'identité. Le conflit va provoquer une instabilité, c'est-à-dire un plus grand risque, puisque le moi est la conscience du maintien du sujet dans le temps. Si on répond trop au désir, la partie consciente va s'amenuiser. Et c'est là que le thérapeute est important pour le malade. Même si le thérapeute, en principe, a le même fonctionnement que tout individu, et donc le même fonctionnement que le malade. Sauf que le malade n'arrive pas à gérer. La tâche majeure du thérapeute ne consiste pas à essayer de dédommager le patient des déprivations passées, mais à aider celui-ci à prendre pleinement conscience, sans en éprouver de culpabilité, de ses besoins de dépendance. Il doit aider le patient à reconnaître les sentiments que lui ont causés les déprivations passées, rage, déception, chagrin, angoisse, etc.
On trouve souvent dans la littérature des remarques qui laissent entendre que pour qu'une thérapie soit réussie, il faut que le thérapeute soit quelqu'un de surhumainement aimant, un individu doté d'une capacité d'amour telle qu'il peut suppléer au manque d'amour qui a marqué la relation du patient avec la mère pendant la prime enfance. C'est-à-dire que le soignant ne doit pas restaurer les injustices subies par le patient. C'est un fait, il y a eu des injustices, il y a eu des frustrations, et il faut les reconnaître, il faut avoir conscience de ces frustrations. Le patient est incapable de questionner ses pulsions, donc le thérapeute va l'aider dans ce travail. Il faut mettre des mots, les défauts qui vont conduire à la dépendance. Il faut que le schizophrène soit capable de dire qu'il ressent de la rage ou de l'angoisse à ne pas satisfaire ses désirs. Et l'auteur va prendre une position par rapport à d'autres méthodes. Il va dire que le thérapeute ne doit pas être une personne surhumainement aimante, parce qu'il y a un risque que le thérapeute devienne un substitut. Ça veut dire que le malade va rattacher sa personnalité au soignant. C'est ce que l'on appelle un transfert. Le transfert est problématique dans la constitution de l'individu quand ce processus est aliénant, c'est-à-dire que est aliénant ce qui consiste à faire de l'individu quelqu'un qu'il n'est pas. Il faut donc un détachement émotionnel dans la thérapie pour que l'individu malade puisse se découvrir. Attention aux sentiments dans les influences interpersonnelles. Elles peuvent être néfastes à l'indépendance des individus. Donc pour constituer sa personnalité, il y a un grand besoin d'investigation, de recherche de ce que l'on veut, de ce qui nous fait plaisir et de ce qui peut nous limiter, des limites naturelles et sociales. Nous allons passer au deuxième article, la psychodynamique du désir de vengeance, publié en 1956. La vengeance est une conséquence logique de la frustration ressentie par le malade. La frustration exprime toujours une séparation, qu'elle soit effective ou symbolique. Par exemple, si le parent va dire au malade « Non, je n'ai pas envie de t'amener à tel endroit », le malade va interpréter ça comme un manque d'amour ou la fin de l'amour du parent envers lui. Il faut qu'il y ait une conscience de différence entre les attentes et la réalité. La réalité, c'est ce qui ne dépend pas de nous. Je vais vous lire un extrait. On me dira peut-être que le désir de vengeance, ou, en cette matière, toute autre forme d'hostilité, peut servir de défense contre n'importe quel affect refoulé. Néanmoins, le désir de vengeance paraît se prêter particulièrement bien au refoulement du chagrin et de l'angoisse de séparation. Il permet à l'individu d'éviter ou de retarder le moment où il fera l'expérience de ces deux affects, parce qu'il n'a pas réellement renoncé à l'autre personne vers laquelle il dirige son désir de vengeance. En effet, s'absorber dans des fantasmes de vengeance contre cette personne est, en réalité, un moyen de s'accrocher psychologiquement à elle. C'est-à-dire que l'auteur part de l'analyse du processus de vengeance. C'est un affect, donc un sentiment, qui va être dirigé vers l'extérieur. Le sentiment, l'affect, et ici la vengeance, c'est toujours une manifestation du moi vers l'extérieur, de la personne vers autrui. Et cette vengeance serait liée au refoulement. Le refoulement, c'est la négation des affects, qu'ils soient conscients ou inconscients. Cela veut dire que l'individu ne va pas accepter cette frustration. La vengeance va permettre de maintenir artificiellement la dépendance du malade à l'autre. Il y a un affect positif qui va devenir négatif à cause de la frustration. Mais l'objet reste le même. Si je veux être avec quelqu'un que j'aime, mais que cette personne ne veut pas, elle va me rejeter. C'est une violence. Et cette violence va provoquer une haine. Et le point commun, cela reste toujours, que ce soit dans le rejet ou dans l'acceptation, la personne aimée. Et c'est d'ailleurs la raison de la jurisprudence du crime passionnel qui est présent dans la loi. Ainsi, l'individu semble constituer sa personnalité par rapport au groupe ou par rapport à l'autre. L'homme est un animal grégaire. C'est la base des théories politiques et qui sont trop négligées dans les philosophies qui vont parler du moi. Il n'y a pas un solipsisme de l'individu. Cela veut dire que l'on ne devient pas un moi, c'est-à-dire une personne, un individu, à partir de nous-mêmes. Cette notion et cette conscience de l'attachement à autrui et du risque de la vengeance en cas de rejet, c'est le début du risque de ce que l'on appelle la folie. Troisième article, les sentiments positifs dans la relation entre le schizophrène et sa mère, publié en 1958. De manière générale, en psychiatrie, il y a une grande importance accordée à la relation de l'enfant à sa mère. Et le schizophrène, pour l'auteur, a toujours eu un problème avec sa mère. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément la mère biologique. Cela peut être la figure maternelle. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la première relation que l'enfant va tisser avec sa mère va être une relation structurante, c'est-à-dire qui va déterminer les conditions de possibilité
de construction de l'individu par lui-même. La mère est la personne qui va accompagner le bébé vers l'enfance. Et l'enfant va être l'individu qui va se détacher de sa mère. Et si l'enfant arrive à se débrouiller sans sa mère, cela veut dire qu'il est suffisamment structuré pour constituer sa propre individualité. Ici, le sentiment positif dont il est question, c'est l'amour. Le patient doit comprendre que cet amour est présent, même si la mère va être à l'origine de la frustration. Ce n'est pas parce que la mère va interdire de faire certaines choses que la mère va arrêter d'aimer la personne. L'individu sain le sait, je ne suis pas malade, mais le schizophrène, qui est malade, eh bien, ne va pas le savoir. Il y a un défaut dans cet article. Souvent, il a été fait référence à l'aspect sexuel de la relation des individus à leur mère ou aux autres individus. Il y a une grande importance de la libido dans les relations interpersonnelles. Ça, on peut pas le nier. Mais de là à en faire le point central de tout, je trouve que ça peut être un point de vue qui peut biaiser nos analyses. Je vais vous lire un extrait. Freud lui-même notait en 1907: l'enfant est capable, bien avant la puberté, de presque toutes les manifestations psychiques de l'amour. La tendresse, par exemple, la dévotion, excepté la capacité de reproduction. La capacité d'aimer de l'enfant est entièrement développée longtemps avant la puberté. Mais cette remarque de Freud est surtout destinée à montrer que l'enfant n'était pas aussi étranger aux questions sexuelles que le pensaient les psychiatres de l'époque. Il ne nous décrit pas le nourrisson et l'enfant comme ayant un besoin de donner de l'amour. Presque toujours, il le décrit ainsi: enveloppé dans un narcissisme primaire, totalement préoccupé de lui-même. Puis, dans les mois et les années qui suivent, occupé surtout à arracher à son entourage de quoi satisfaire ses besoins égoïstes. Et, seulement lorsque la génitalité adulte se développe, capable de participer à tout ce qui peut ressembler à une relation altruiste d'amour. Searle va citer Freud, qui est le fondateur de la psychanalyse. L'enfant peut aimer. Il n'y a pas de différence par rapport à un individu mature, mis à part la capacité de reproduction. Cette capacité de reproduction est atteinte à la puberté. Le sexe, dans la psychiatrie, est une forme d'amour, et c'est toujours un désir. Il y a un aspect qui est moins passionnel que dans la philosophie, dans l'analyse psychiatrique, puisque cet amour va être défini comme un schéma structurant, et pas une simple passion. Pour l'auteur, le fait que la sexualité ne soit pas active ne change rien. L'amour dont il est question est toujours égoïste. Quand l'individu devient mature, c'est-à-dire avec des capacités génitales, il y a la possibilité d'être altruiste, puisque la sexualité est un échange, un plaisir physique donné suite à un stimulus émotionnel. Le problème dans le cadre de la schizophrénie, c'est que ce désir est toujours égoïste. L'individu veut toujours recevoir, et c'est un problème dans la structure relationnelle du parent et de l'enfant. Mais ce n'est pas une situation aveugle. Le patient est conscient de sa maladie, et c'est ce qui va provoquer un désillusionnement. Il n'y a plus de choses qui soient bien pour le patient. Le manque est un sentiment négatif, comme la frustration, et c'est le mal. La thérapie, c'est apprendre à réagir avec le bien et le mal. Il y a toujours un peu des deux. Pour que l'individu puisse se construire, il faudrait donc que son estime ne soit pas abaissée. Il ne faut pas qu'il se centre sur ses passions. Et pour que son estime ne soit pas abaissée, il ne faudrait pas contrer ses passions. C'est une chose qui n'est pas évidente et qui n'est pas forcément réfléchie. C'est pour cela que le thérapeute a un travail difficile. 4e article. L'effort pour rendre l'autre fou. Un élément dans l'étiologie et la psychothérapie de la schizophrénie. Publié en 1959. En médecine, l'étiologie, c'est la cause de la maladie. Dans la schizophrénie, cette cause, c'est l'idée que son entourage tenterait tout le temps de le rendre fou. Et c'est ce qui a donné le nom au recueil. Et c'est en partie vrai. Et c'est aussi en partie le travail du thérapeute envers le patient. Cet effort pour rendre l'autre fou, c'est ce qu'on appelle un acted out, la mise en acte de la psychose. C'est un terme qui ne sera pas traduit dans le texte, sauf lors des références à d'autres travaux. L'effort pour rendre l'autre fou est ainsi défini. C'est la création des situations qui précipitent et engendrent la psychose chez les autres, alors que le créateur sera à l'abri des symptômes manifestes. Autrement dit, c'est provoquer des contradictions dans la personnalité de l'autre, en sachant que c'est un point problématique, et sans que cela n'inquiète notre propre personnalité. C'est une situation réciproque, puisque le thérapeute va déranger le schizophrène, et va le rendre fou, dans le cadre de sa maladie, dans le cadre de sa personnalité déstructurée. Mais dans la thérapie, le schizophrène va lui s'évertuer à tenter de faire douter le thérapeute sur sa position et son rôle. Je vais vous lire un extrait. Un mode de participation interpersonnelle qui a toutes les caractéristiques d'un effort pour rendre l'autre fou, peut-être, en réalité,
puissamment motivée par un désir conscient ou inconscient d'encourager l'autre dans le sens d'une intimité plus saine, d'une meilleure intégration à la fois interpersonnelle et intrapersonnelle. De fait, l'intervention psychothérapeutique réussie prend souvent, précisément, cette forme apparente. C'est-à-dire qu'ici, l'effort conscient ou inconscient consiste à activer dans la personnalité de l'autre les éléments dissociés ou refoulés afin non pas que son moi soit submergé par l'accession de ces éléments à la conscience, mais que son moi les intègre. Bien entendu, l'initiateur de ce type de participation ne conceptualise pas forcément tout ceci et n'en imagine pas obligatoirement à l'avance tous les détails. Il y a toujours l'idée d'une relation à autrui dans la constitution de la personnalité. L'effort pour rendre l'autre fou, c'est-à-dire l'acted out, en fait partie. Il peut être interprété comme une tentative d'apaisement des relations. Pour le schizophrène, la forme idéale de cet effort, c'est la thérapie. Cela peut être conscient ou non. La plupart des processus mentaux de la constitution de l'individu sont inconscients. Il s'agit de tenter d'activer, de trouver ou de rendre conscient ce qui est caché ou enfoui dans la personnalité. Même si ce n'est pas ça le but. Le but, c'est l'intégration des éléments à une personnalité unique qui assumerait tous les désirs, toutes les frustrations, etc. La difficulté, c'est que cette démarche n'est jamais ou peu souvent conceptualisée. Chez l'individu sain, cela se passe immédiatement et c'est accepté dans un processus classique d'éducation ou dans les échanges avec autrui. Il faut juste faire attention à des injonctions et à des transferts. Ce que l'individu sain pense évident ne l'est pas et le fonctionnement est pareil chez le malade. Pour le schizophrène, son fonctionnement est réel. C'est pensé comme évident et cette évidence, elle est transposée sur l'entourage ou sur le thérapeute. Searls va nous donner un exemple. Au cours d'une séance avec une schizophrène de 24 ans, je fus assailli par des sentiments de confusion et de déréalité lorsque cette jeune femme, foisonnante d'idées délirantes, se mit à me lire un manuel des règles du jeu de Go japonais. Elle semblait trouver quelques sens cachés dans presque chaque mot, et même dans presque chaque syllabe. Elle me regardait d'un air entendu, avec un sourire sarcastique, très fréquemment, comme si elle était convaincue que je connaissais le sens secret qu'elle voyait dans tout ceci. Je réalisais soudain, et sur le moment cela eut sur moi un effet absolument désintégrant, combien cette femme était menacée, méfiante et isolée. Ce qu'elle faisait avec moi ressemblait beaucoup à ce que sa mère avait fait avec elle quand elle était petite. Celle-ci l'emmenait au cinéma et, sans cesse, lui donnait cet ordre. « Maintenant, pense !» Ce que la patiente prenait, à juste titre selon moi, comme l'ordre de saisir dans le film les mêmes significations secrètes, particulières que sa mère, activement psychotique, y trouvait. La patiente avait été tout à fait démontée par cette tâche impossible, qui, accomplie avec succès, aurait signifié que la fille partageait la psychose de sa mère, tout comme je m'étais moi-même senti démonté par sa lecture pendant cette séance. Elle me raconta une autre fois comment elle avait fait la lecture à sa mère, exactement de la même façon, des heures durant, pendant que celle-ci faisait le ménage dans la maison. Et il me parut évident qu'elle avait tiré une grande satisfaction sadique d'avoir pu, par ce moyen, distraire l'attention de sa mère. De même, je l'ai souvent vue sourire d'un air triomphant lorsqu'elle avait réussi, par ses verbalisations chaotiques de matériel délirant, à me désorienter complètement et à augmenter mon malaise. L'effort pour rendre l'autre fou se ressent comme une déconstruction de son modèle d'existence. Il y a un processus de déréalité. Il ne s'agit pas d'illusion ou d'hallucination, mais c'est un vécu, donc une réalité de l'individu qui n'est pas temporaire et qui rompt avec une logique saine. C'est en lien avec une déconstruction de la réalité. C'est l'interprétation d'un environnement structuré commun, mais avec des points de vue différents. Ici, le manuel de jeu est une réalité. La déréalité, ce sont les sens cachés dans ce manuel. Il y a un enjeu de perception par les individus d'une réalité qui va être le signe de la construction de l'identité. C'est à cela qu'un individu sain se repère dans la société avec autrui. L'auteur va identifier la cause. Il y a 2 points. Dans l'éducation avec des injonctions impossibles à respecter et, deuxième point, dans la relation chaotique de la mère et de l'enfant. Ici, la mère était psychotique. Cela veut dire qu'elle avait des troubles dans son jugement.
dans sa manière de pouvoir percevoir la réalité. La conséquence, ça a été la reproduction de ce schéma par l'enfant. C'est lié à des affects, c'est-à-dire que la construction de la personnalité, c'est lié à des affects. Ici, avec des signes de fragmentation ou de déstructuration, est lié au plaisir. Ici, le sadisme. C'est une sensation de pouvoir sur un autre individu qui sera soumis à des ressentis déstructurants. Ici, la patiente aimait voir le thérapeute se sentir mal à tenter d'interpréter les choses comme elle. C'est pour cela que le thérapeute doit avoir une expérience de lui-même, c'est-à-dire être honnête avec sa personnalité et reconnaître ses propres désirs. Pour l'individu sain, tenter d'être avec une personne malade et de la comprendre, c'est tenter de rendre folle la personne malade. Et il y a là quelque chose de naturel, et c'est ce dont le thérapeute doit être conscient chez lui. Pour l'auteur, cela se définit comme une obsession, ce qui ne gêne pas le travail de la thérapie, quand c'est parvenu à un état conscient. Et c'est le but de la psychanalyse chez les personnes qui doivent elles-mêmes conduire des thérapies. La conscience joue un rôle primordial dans la constitution de ce qu'est un individu. 5e article, la communication schizophrénique, publié en 1961. Il s'agit d'un extrait avec les enjeux les plus importants du langage, et qui permet aussi de comprendre les problèmes du schizophrène. Si la communication avec ses semblables est l'un des buts fondamentaux à quoi tout être humain consacre sa vie, c'est, pour le schizophrène, une activité plus absorbante encore. À la différence des individus relativement sains qui trouvent des instruments de communication fiables dans les médias verbaux et non verbaux, des instruments auxquels ils peuvent recourir en toute confiance quand le besoin s'en fait sentir, le schizophrène, lui, n'a pour ainsi dire aucune de ces techniques fiables à sa disposition. Ainsi, l'aspect communication, qui est peut-être présent dans toute activité humaine, est dans l'activité des schizophrènes celui qui prend le pas sur d'autres aspects ou motifs de son comportement. Il ne peut presque jamais simplement manger, marcher, lire, écouter de la musique ou faire quoi que ce soit, ni se plonger dans cette activité comme dans une expérience immédiate ayant une fin en soi. Pour lui, l'activité en question est, au contraire, d'abord et avant tout, un autre front sur lequel il doit sans cesse livrer bataille pour communiquer avec les autres, ou, parfois, pour prévenir la perturbation d'une communication délirante avec les autres, un front dans lequel il finira peut-être par faire une brèche. Pour le schizophrène, la communication demande beaucoup plus d'efforts que pour un individu sain, parce que la communication a un grand manque de fiabilité, et cela est lié au processus de déréalisation causé par la maladie. Il y a une bataille contre l'évidence, l'impossibilité de recueillir simplement les choses, plus l'incapacité à en rendre compte de manière classique. Cela provoque un manque de logique pour le commun, mais profondément symbolique dans le cadre d'une thérapie. L'homme fonctionne avec des signes, qui sont tous signifiants et signifiés, c'est-à-dire qu'ils ont tous un moyen et un sens. Pour le schizophrène, il y a une défragmentation du réel, et donc ces signes de la communication provoquent de l'angoisse, ce qui devrait être aussi le cas chez l'individu sain, sauf que l'individu sain, il a la capacité de passer outre. Le problème, c'est quand le schizophrène va projeter cela, quand il va tenter d'extérioriser son mode de communication construit avec son soi, qui est pour nous quelque chose de déréalisé. Quand la thérapie fonctionne, le schizophrène passe dans une phase positive où les choses simples peuvent avoir du sens, peuvent provoquer un désir de créer, donc d'extérioriser. Ce désir de création, c'est de la communication. Il y a donc possibilité d'interpréter des affects et des propos. Par exemple, dans le cadre d'une patiente, l'auteur nous dit « Les sentiments positifs à mon égard s'exprimèrent verbalement pour la première fois sous cette même forme de projection inconsciente. Elle me cria un jour « Je ne vais pas vous épouser !» Et ça m'est égal le nombre de gens qui essayent de me faire vous épouser. Venant à une époque où je ne m'étais pas rendu compte qu'elle pût éprouver le moindre sentiment positif à mon égard, ce propos me toucha beaucoup de la part de cette femme qui, généralement, se présentait à moi comme une sorte de lionne revêtue d'une armure. Les malades mentaux ont une incapacité à utiliser les stéréotypes verbaux et non verbaux, les simples formules comme « comment ça va ?» ou alors les expressions du visage. C'est pour cela qu'il faut interpréter et demander confirmation aux schizophrènes et aux hébéphrènes. L'hébéphrénie, c'est une forme complexe de schizophrénie qui va se caractériser par des dissociations, c'est-à-dire un détachement émotionnel des actes et des vécus.
vécu. L'individu ne peut plus communiquer ou exprimer son individualité, mais il peut y avoir un phénomène inverse, c'est-à-dire la multiplication des sentiments et des idées exprimés dans un seul geste ou dans une seule expression. En psychologie, cela s'appelle la condensation. La complexité de ces moyens d'expression est ce qui est problématique pour les individus et pour le thérapeute. Comme dans cet extrait. Peut-être le thérapeute aussi se défendra-t-il longtemps, inconsciemment, de voir les significations de ses patients en ne saisissant pas dans leurs propos que les significations purement concrètes ou toute autre signification matérielle. Un paranoïde, que la psychose avait progressivement gagné au cours d'une croisière solitaire dans les Caraïbes, ne cessait de me rebâcher pendant les séances les titres des innombrables films qu'il avait vus pendant cette croisière. Il me fallut quelques semaines pour comprendre que ces titres de films étaient l'expression symbolique de la terreur, de la solitude et d'autres sentiments réprimés qui avaient peu à peu surgi en lui au cours de la croisière. Il y a une nécessité de tenter de se reconnaître dans la complexité, dans la déréalité pour le malade mental. Parfois, le sens des propos peut être glaçant, mais n'exprime que des envies ou des sensations qu'un individu sain va gérer ou refouler. L'individu sain y arrive parce que le moi est plus fort que l'inconscient, ce qui n'est pas le cas chez le patient. Autre exemple, une femme paranoïde que je traitais depuis plusieurs années me laissa perplexe en me faisant cette remarque soudaine. Si vous me transformiez en moucheron ou en moustique, les arbres pourraient passer en toute sûreté. Naturellement, ce fut dit comme si le sens de cette remarque ne pouvait qu'être limpide pour moi, mais elle me donna tout de même, d'un ton plutôt impatient, quelques éclaircissements. Elle me rappela qu'on avait permis aux arbres, ceux de l'hôpital devant sa fenêtre, de rester ici du moment qu'ils sont prêts de se fendre et de se diviser. Les explications que j'obtins éclaircirent le sens de se fendre et se diviser, qui voulait dire exploser. Je lui demandai d'élaborer un peu plus l'idée d'être transformé, par exemple, en moustique. Et elle me répondit d'un ton charmant « Je pourrais aller partout et mordre tout le monde. »« Ça ne ferait pas beaucoup de mal aux gens, n'est-ce pas ?» lui dis-je. Elle acquiesça. Au cours des phases précédentes de notre travail, elle avait été terrifiée par ses envies meurtrières. Il y a une vigilance réciproque du schizophrène et du thérapeute sur les communications inconscientes. Le schizophrène n'accepte pas que des choses lui échappent, alors que l'individu sain sait le faire. Même sans sens, il y a une communication. Nous avons tendance à valoriser les mots. Tout tourne autour des mots, mais ils n'ont rien d'évident. Et pour le schizophrène, les mots sont inconnus et ne permettent pas un contact adéquat avec les autres. Parfois, il faut attendre que les différents fragments puissent s'assembler, même pour le schizophrène. Ce qui fait un ensemble sensé dans la phrase ou dans la communication, pour l'individu sain, ne forme pas un ensemble pour le schizophrène, qui va fragmenter le tout, et donc le déréaliser, ce qui nous montre qu'il n'y a rien d'évident dans la communication. 6e article. Les processus sexuels dans la schizophrénie, publié en 1961. C'est un article court avec beaucoup de références faites par l'auteur. Il y a la répétition d'éléments que l'on a déjà vus et une insistance sur la libido et la sexualité. Il n'y a pas vraiment d'analyse que l'on peut faire sur le mode de construction de la personnalité ou du moi. 7e article. Les sources de l'angoisse dans la schizophrénie paranoïde, publié en 1961. L'auteur étudie ici les éléments qui vont perturber la personne schizophrène, qui vont donc provoquer un stress et de l'angoisse. Ce sont les conséquences dans la perception des choses et dans le rapport à autrui. Je vais vous lire un extrait. La fragmentation à laquelle je fais allusion n'est pas différente en espèces de celle que l'on peut observer dans l'ébéphrénie, humeur dont la variabilité est marquée, et niveaux très disparates de l'organisation du moi peuvent paraître en séquence changeant rapidement et de manière imprévisible. La perception qu'a l'individu du monde qui l'entoure se mêle confusément à des phénomènes hallucinatoires et à des perceptions vives de scènes appartenant à son passé. Il peut ressentir les autres ou lui-même, non comme formant un tout, mais comme un composé de fragments corporels pris chez des personnes de sa vie présente et passée. Il peut s'avérer incapable de reconnaître l'enchaînement dans la pensée et le langage de ce que lui dit le thérapeute. Il n'entendra que des fragments. Ainsi, cette malade qui, depuis des années, avait manifesté ce surcontrôle rigide des sentiments, si caractéristique de la schizophrénie paranoïde, et qui, pendant de longs mois, traversa une phase de fragmentation, à un moment donné, elle hurlait que nous, les criminels, nous devrions la tuer et mettre ainsi fin à ses tortures. Et l'instant d'après, elle riait avec chaleur. Ou bien c'était une femme prodigieusement arrogante qui devenait brusquement un être touchant comme un enfant.
et lorsqu'il m'est arrivé de surestimer sa capacité d'échange amical dans nos séances, elle fut submergée de sentiments profondément ambivalents que l'on put finalement faire remonter à sa relation avec sa mère. Quand le moi n'est pas stable, on ne parvient pas à se reconnaître, et dans ce cas-là, cela donne des problèmes de structuration. Et ce n'est pas simple même pour les individus sains, sauf que eux peuvent faire abstraction des phénomènes hallucinatoires. Par exemple, le fait d'avoir cru quelque chose. Le fait d'avoir cru quelque chose, c'est la réalité pour le schizophrène. La perception du schizophrène est fragmentée entre ce qu'il croit voir et ce qu'il a déjà pu vivre. L'enchaînement des éléments peut ne pas fonctionner. La personnalité se perd symboliquement et ne peut pas interagir avec les autres et son environnement. Il y a une ambivalence des sentiments parce que l'individu ne sait pas comment percevoir ou est incapable de penser à tous ces éléments. Le problème, et c'est ce qui effraie alors le schizophrène, c'est la possibilité de ne plus exister ou de ne plus pouvoir se reconnaître comme un humain. L'individu va se noyer dans les projections sur le thérapeute, dans la fragmentation de sa réalité. Le plus inquiétant, c'est quand le schizophrène souhaite exister en se projetant sur des objets inanimés. Il y a eu l'exemple précédemment de la patiente en moustique, mais la plus grande déstructuration, c'est le même processus dans des objets. L'individu sain va jouer avec cela, au contraire du schizophrène pour qui cela va être une forme de torture. Ce jeu, c'est par exemple pour l'individu sain l'anthropomorphisation, ou la personnification des objets comme dans des dessins animés. Il y a l'identification des individus à ces personnages. Pour le schizophrène, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction. Il n'y a pas de différence entre l'imagination et le réel. 8e article. La schizophrénie et l'inéluctabilité de la mort. Publié en 1961. Il s'agit de penser la constitution de son identité avec la perspective de la mort. Il y a à un moment donné chez l'individu sain une prise de conscience qui fait suite à un questionnement existentiel sur le but de la vie ou sur l'accueil de la mort. Et ce problème a une toute autre dimension pour l'individu malade. Il a fallu presque 3 ans et demi de psychothérapie continue pour que cette femme commence à avoir une vision du monde et d'elle-même qui soit essentiellement orientée vers la réalité. Le signe le plus mémorable de ce changement se manifesta pour moi lorsqu'elle commença à réaliser que la vie, y compris la vie humaine, a une fin. Je sentis alors qu'elle ne se contentait pas de jeter un coup d'œil fugitif sur la réalité, comme elle l'avait fait de plus en plus souvent depuis 3 ans et demi, mais qu'elle en venait enfin à regarder la réalité en face et à l'accepter. Pendant les quelques mois qui précédèrent cette reconnaissance, ses défenses délirantes érigées pour ne pas reconnaître l'inéluctabilité de la mort s'intensifièrent de façon évidente. Elle finissait par passer le plus clair de son temps à ramener des feuilles mortes, les petits animaux et les oiseaux morts qu'elle trouvait pendant ses longues heures de recherche. Elle achetait ensuite toutes sortes d'articles dans les magasins, puis, par divers procédés pseudo-alchimiques, elle tentait de donner à ces feuilles et à ces animaux une forme quelconque de vie. Il devenait très clair, et elle-même le prouva, qu'elle avait l'impression d'être un dieu lorsqu'elle choisissait ainsi des feuilles mortes et des autres choses pour les amener à la vie. La conscience de la vie et de la mort vient quand on exerce son pouvoir sur la vie des autres êtres vivants. Il y a l'inéluctabilité de la mort dans le sens que c'est quelque chose d'inévitable et que c'est l'unique perspective de la vie, quelle que soit la fragmentation de la vie vécue. À partir de cette prise de conscience, il faut que l'individu puisse intégrer le concept de mort, et ce n'est déjà pas évident pour un individu sain. C'est donc évidemment encore moins évident pour un individu dont les pulsions sont immatures en partie. C'est le sens de l'exemple avec la reconnaissance du vivant qui ne l'est plus, et la volonté de vouloir faire revenir à la vie, ces êtres. C'est une nouvelle expérimentation des limites de l'individu. Cela peut passer d'abord par un refus de croire à la fin de la vie. C'est pourtant un fait qu'on ne peut pas surmonter. Il y a une tristesse que l'individu peut ressentir. La pathologie fait que le schizophrène, pris dans sa fragmentation de la réalité, va être l'acteur de la destruction de la vie pour mieux la comprendre. C'est une erreur, et c'est pas logique pour l'individu sain. Le schizophrène n'aime plus et ne se défait pas de la pensée égoïste que le monde et la mort sont liés à sa personne. C'est l'idée de responsabilité qui va pouvoir survenir. Extrait. Ainsi, ce qui est vécu normalement comme la mort réaliste qui finira inévitablement par emporter chacun, le schizophrène tend à le vivre comme une projection de sa supposée toute-puissance destructivité. Il tend alors à se sentir personnellement et totalement responsable de la mort elle-même, comme il est en vérité responsable, plus certainement que toute autre personne, de ses propres sentiments.
et donc de sa haine, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Ainsi, avant de pouvoir affronter le fait que tout homme est, par nature, voué à la mort, il faut d'abord qu'il sache bien qu'il ne porte pas en lui le germe de la destruction de l'humanité. Cela nécessite une longue perlaboration de son hostilité jusque-là refoulée. Et c'est seulement lorsqu'il aura mûri au point que son amour sera devenu plus grand que sa haine, et qu'il se sentira convaincu que c'est ainsi, qu'il aura alors la certitude que la condition mortelle de l'homme ne lui est pas personnellement imputable. Nous retrouvons l'idée que le schizophrène opère un refoulement, ou qu'il ne supporte pas la frustration. L'objet de son affection lui échappant, il développe une haine. Il y a une conscience de cette haine. L'individu se voit alors comme une force vouée à la destruction et capable de tout. Lorsque le schizophrène voit la mort, il y projette l'idée que c'est lui qui en est à l'origine. Et c'est l'une des possibles conséquences du processus de fragmentation de la réalité. Ce qu'un individu sain ne peut pas penser. Il se rend compte qu'il n'est pas responsable, qu'il n'a pas la charge du monde. Il y a des choses qui ne dépendent pas de lui, ce qui permet d'accepter le stoïcisme. Le schizophrène, en philosophie, est conceptuellement incapable de concevoir le stoïcisme. Le but de la thérapie à ce stade, chez le schizophrène, c'est de prendre conscience qu'il n'est pas au centre des malheurs de l'humanité. En psychanalyse, le terme c'est perlaboration. C'est un néologisme qui désigne l'élaboration d'un travail psychique dans la thérapie d'un patient. Un processus que ne connaît pas non plus l'individu sain. C'est ainsi que le malade va tenter de faire évoluer sa haine en amour, c'est-à-dire inverser le processus de déstructuration. Pour l'auteur, l'individu sain ne surpasse pas si facilement cette conscience de la mort en perspective. Nous faisons des choses que le schizophrène ne peut pas faire sainement. Je vais vous lire un extrait. Notre culture entretient chez nous tous, psychiatres ou profanes, une tendance à ignorer complètement le problème. Notre non-reconnaissance de l'inéluctabilité de la mort est favorisée par l'importance des moyens d'évasion et de divertissement, tels que la télévision, la radio et le cinéma, mais également de moyens moins visibles. Dans la mesure où nous sommes constamment préoccupés par la crainte réaliste que les tensions internationales ne conduisent à un moment donné à un holocauste global et ne balaient ainsi nos vies, nous nous masquons. Paradoxalement, un fait indéniable, c'est que, quand bien même nous aurions une toute petite chance de voir s'établir la paix entre les pays, la vie humaine reste dans tous les cas limitée. Dans la mesure aussi, qui n'est pas insignifiante, où le suicide est répandu, et l'énorme mortalité annuelle due aux accidents de la route suggère que le suicide inconscient est peut-être beaucoup plus répandu que le suicide conscient, identifiable. On peut penser, ce qui est aussi paradoxal, qu'une tranche de la population a refusé de reconnaître pleinement la finitude de la vie à travers ceux de ses membres qui ont subjectivement voulu, consciemment ou inconsciemment, leur propre mort. Quant à la médecine moderne, avec ses vastes campagnes pour faire baisser les statistiques qui relèvent que tel pourcentage de gens meurent du cancer, d'une maladie du cœur, etc., elle permet, quel que soit l'intérêt par ailleurs de ces campagnes, que nous dissimulions ceci. Si développée que soit la science médicale, il n'empêche que sur 10 personnes, il y aura toujours 10 personnes qui mourront, quelle que soit la cause de leur mort. Ainsi, notre rapport aux autres est une relation fondée sur la comparaison de notre pouvoir sur la vie à la vie des autres. C'est un élément culturel, du moins dans nos sociétés occidentales. L'individu sain souhaite échapper à la conscience de la perspective de la mort. Le schizophrène ne peut pas s'échapper de cette situation. Nous usons des divertissements pour échapper à la gravité. C'est le même genre de propos qui sont présents chez Pascal, dans ses pensées. Par exemple, la pensée numéro 139 de l'édition Brunswick. Nous avons la télévision. Nous avons aussi des problèmes politiques, ce qui est un paradoxe, vu les tensions qui rappellent les limites de l'homme. Il y a aussi le suicide, qui est perçu comme la volonté de vouloir du pouvoir sur sa vie. On échappe à ce qui ne dépendrait pas de nous. Pour l'auteur, cela peut même être inconscient. Le suicide, ce serait le refus de la mort ou de l'épreuve, la difficulté des individus à penser l'absence de pouvoir sur leur mort. Le schizophrène reste dans l'illusion de son plein pouvoir. Il y a aussi la médecine, en cherchant toujours à déterminer les causes de la mort, qui fait penser aux individus qu'il doit y avoir des choses à faire pour éviter ces morts. Le cancer est une maladie, donc on va rechercher un traitement. Il y a des maladies du cœur, donc on tente de changer notre mode de vie. Ce sont des questions qui sont à la fois individuelles et sociales. Dans les deux cas, c'est le refus du fait de la mort. Pour penser ce problème, nous avons besoin de communiquer. Et cela fait de l'homme un être vivant avec une position différente dans le règne animal. Ici, Searle va citer Erich Fromm, qui a écrit en 1955 The Sane Society.
Donc Fromm est un sociologue et psychanalyste américain d'origine allemande, né en 1900 et mort en 1980. La conscience de soi, la raison et l'imagination rompent l'harmonie qui caractérise l'existence animale. Leur apparition a transformé l'homme en une anomalie, en une monstruosité de l'univers. Il fait partie de la nature, soumis à ses lois physiques et incapable de les changer. Et pourtant, il transcende le reste de la nature. Il est à part tout en faisant partie. Il est sans patrie et pourtant enchaîné à la patrie qu'il partage avec toutes les créatures. Projeté dans ce monde, en un lieu et en un temps fortuit, il en est expulsé tout aussi fortuitement. Étant conscient de lui-même, il se rend compte de son impuissance et des limites de son existence. Il se représente sa propre fin, la mort. Il est toujours pris dans la dichotomie de son existence. Il ne peut se débarrasser de son esprit, même s'il le voulait. Il ne peut se débarrasser de son corps tant qu'il le vit, et son corps lui fait désirer vivre. Selon Fromm, ce qui compose la spécificité de l'homme est cause d'une désharmonie dans le monde. Il y a donc un fléau dont nous sommes tous responsables, et qui a un impact sur la réalité du monde. Il y a comme une anomalie, parce que l'homme, dans le cadre du vivant, n'est pas dans la continuité. C'est un être en rupture par essence. Même si en même temps de prendre conscience de cela, l'homme est conscient d'être un vivant parmi les autres vivants. L'homme est limité, poussé vers l'abstraction de son corps par son esprit, mais rattrapé par son corps qui le pousse à un violent désir de vie. Cette dichotomie est un problème supplémentaire pour le schizophrène. 9e article. Mépris, désillusionnement et adoration dans la psychothérapie de la schizophrénie, publié en 1962. L'article recense tous ces sentiments essentiels dans la thérapie, qui sont tous adoptés par le schizophrène et qui marquent des progrès dans le traitement. Pour l'auteur, le point structurant, évoqué depuis le début du recueil, c'est la relation symbiotique du patient avec sa mère, c'est-à-dire l'idée que tout problème psychique est déterminé par la nature de cette relation vécue par la personne dans son enfance. Il est nécessaire d'indiquer que la nature de cette relation est par principe la même chez tout individu, qu'il soit sain ou malade, que ce soit le thérapeute ou non. Je vais vous lire un extrait. L'individu se trouve maintenant confronté au poids d'une évidence qu'il ne peut plus nier, à savoir que l'intérêt apparemment altruiste que lui portait le parent était, à l'origine, fondamentalement narcissique. Que cet intérêt s'est porté sur lui, non pas en tant que personne réelle et indépendante, mais seulement en tant qu'extension du soi du parent. Comme le disait avec déception une schizophrène qui venait d'éprouver une désillusion, les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Cette évidence l'oblige aussi à reconnaître que ce même parent a non seulement de graves faiblesses dans sa personnalité, mais aussi une dose de haine à son égard qui lui donne tout lieu de croire que cette personne, jadis adorée, est, en réalité, son plus mortel ennemi. De tels sentiments sont trop douloureux pour qu'il puisse en avoir autre chose qu'une vision fugitive. Il le peut d'autant moins qu'il lui faut affronter seul ses sentiments, puisque les autres membres de la famille ne les valident pas. Et le système de la maladie schizophrénique se développe rapidement comme un ensemble de défenses, avec les mauvaises identifications, les interprétations délirantes, le déni massif, etc. qu'il comporte, et qui lui offre une réalité supportable. Donc l'individu se rend compte qu'il va mourir, mais en plus il se rend compte que l'apparent altruisme n'en est pas. Même si les hommes vivent ensemble et développent des sentiments, c'est avant tout pour le bien-être personnel. L'intérêt est narcissique parce que la personne est celle qui est aimée, ce qui a des conséquences importantes et violentes pour le schizophrène qui vit dans une réalité fragmentée. L'intérêt de l'autre est vécu comme une agression à son égard. Il ne peut pas non plus analyser seul ce sentiment de détestation de sa personne, parce que l'affect du narcissique n'est pas dédié à lui, et il le pense parce que pour lui, il ne le mérite pas. L'autre va alors devenir un ennemi du schizophrène. La personne saine, elle, va entamer directement une acceptation de ce fait. Et le cas du schizophrène nous montre que ce fait et cette acceptation n'est pas évident. Le schizophrène va développer sa déréalité. C'est un système de défense. 10e article. Le rôle des réponses neutres du thérapeute dans la psychothérapie du schizophrène,
publié en 1963. Dans cet article, il y a un ensemble d'exemples, de faits et de thèses de l'auteur pour étayer l'idée que l'on a vue dans le cadre du premier article. Le thérapeute ne doit pas devenir un substitut d'une personne aimante. Attention, cela n'empêche pas d'apprécier ou de répondre aux sentiments ou aux besoins du patient, puisque le patient se sent souvent seul et isolé, et cela a de graves symptômes. L'auteur prend l'exemple de la privation sensorielle, qui est une forme d'isolement. Michel Tournier, dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, aura aussi pensé à un isolement, mais qui sera social. Mais à terme, cela a exactement les mêmes symptômes. Extrait. Ces effets comprennent, chez les sujets dits normaux, de nombreuses modifications passagères du type de celles que l'on peut plus généralement observer chez les individus souffrant de schizophrénie. Détérioration de la capacité de penser et de raisonner, distorsion dans la perception, grave perturbation dans les états affectifs, efflorescence de l'imagerie sous forme, parfois, d'hallucinations et de délires bizarres. Ces effets sont des effets de dépersonnalisation, une perte de la conscience de soi qui se constitue dans notre rapport au monde. Le schizophrène vit dans une réalité fragmentée et a tendance à vivre avec ces effets continuellement. Exemple, une hébéphrène, par exemple, me demanda un jour s'il y avait des magasins, d'une manière qui traduisait bien que, pour elle, le monde était à ce point désert qu'il se pouvait bien qu'il n'y eût nulle part de magasin. Un peu plus tard, pendant cette même séance, et après avoir tenu pendant un long moment des propos fragmentaires, elle parla d'un certain hôpital, celui où on l'avait conduite quand sa psychose s'était déclarée, et d'un certain magasin, où, à une époque quelconque, elle avait dû acheter des disques. Et il était clair, dans son expérience subjective, que c'étaient là les deux seuls endroits au monde qu'elle pouvait concevoir pour le moment. Il y a dans la thérapie un rôle de service du thérapeute envers le patient pour l'aider à constituer sa personnalité. Pour le malade schizophrène, ce qui lui est utile n'est pas forcément de nature vivante ou animée. Si le thérapeute emploie trop d'expressions ou s'implique émotionnellement, cela peut être perçu comme problématique. Si le facteur humain n'existait pas, cela reflèterait une certaine clairvoyance, puisque le schizophrène sait ce qui fait partie de la thérapie. Elle a pour but de lui être utile dans sa prise en charge. C'est le problème de pousser à l'extrême la fragmentation de la réalité qui ne peut pas composer avec l'ambivalence du thérapeute humain. Searles s'appuie sur un livre de Spitz publié en 1957, Le non et le oui, la genèse de la communication humaine. René Spitz, né en 1887 et mort en 1974, était un psychiatre américain d'origine hongroise. Spitz nous dit que ce n'est pas avant son 8e mois que l'enfant est capable de distinguer, dans le monde qui l'entoure, entre l'animé et l'inanimé. Et le schizophrène adulte nous révèle, par sa désapprobation rageuse de tout ce qui indique la vie chez le thérapeute, au cours de cette phase de différenciation du moi dans le transfert, combien il est frustrant pour l'enfant d'admettre la vie séparée, régie par ses propres lois, de la mère. Il est évident que, pour le schizophrène adulte, le thérapeute est supposé être un instrument inanimé, un distributeur de Coca-Cola, comme le disait un patient, qui n'existe que pour satisfaire de manière automatique les besoins du patient. Cet exemple nous montre le risque d'un positionnement neutre du thérapeute, mais cela révèle la conscience pour le malade d'avoir besoin de soins. On peut être conscient d'être un individu, même si on ne parvient pas à avoir d'identité. C'est là que l'on voit la participation à l'humanité de chaque être humain. Ce stade chez le schizophrène correspond à un stade de l'enfance. Avant 8 mois, l'enfant est attaché à sa mère, souvent comme moyen de subsistance. C'est du lait, des couches propres et dormir en sécurité. Les hommes luttent pour leur identité par la gestion de leurs besoins et de leurs envies. Dans le cas de la schizophrénie, la thérapie l'aide à penser son identité et surtout, l'identité ne se développe que par stade. Je vais vous lire un extrait. Jusqu'à une phase relativement tardive de son traitement, le sentiment précaire d'identité personnelle du psychotique a, me semble-t-il, une coloration essentiellement négative. Être l'individu qu'il se sent être, cela signifie avant tout être un paria malveillant, solitaire et torturé. Il n'est pas étonnant que son angoisse de perdre le sens de son identité personnelle soit contrebalancée par un désir intense de renoncer à une identité aussi pénible à supporter que celle-là, la seule qu'il connaisse en permanence. Nous retrouvons les points étudiés dans les précédents articles, en plus de l'idée que les identités peuvent se dévaloriser. Cela correspond à des phases dépressives que même un individu sain peut ressentir. 11e et dernier article. La psychose de transfert dans la psychothérapie de la schizophrénie chronique, publié en 1963.
L'article est assez long et il y a de nombreuses références. Les symptômes de la schizophrénie constituent un effort pour rendre fou le thérapeute parce que dans sa réalité, le patient doit s'identifier et se maintenir malgré les relations qu'il a déjà entretenues, notamment pendant l'enfance. Et le thérapeute tente de faire des efforts pour diriger ce travail du patient. Il y a une attention à porter au transfert dans la relation thérapeute-patient, c'est-à-dire aux désirs et aux envies que l'on projette. Le moi du patient est fragmenté. Il est envahi par des processus inconscients qui ont pris le dessus. Ainsi, il intègre ses impressions biaisées et peut en venir à identifier le thérapeute comme une mère ou comme un père. Les expériences subjectives du patient sont alors indifférenciées. On peut en déduire qu'une personne, pour se constituer, doit bien faire la différence entre ce qui est subjectif et ce qui est objectif. Faire ce travail, c'est faire acquérir une cohérence aux aspects de la réalité, et cela permet le bon sens. Le malade est en échec de ce processus. J'ai eu en traitement une patiente hébéphrène qui, pendant ses 3 premières années à Chestnut Lodge, manifesta une extrême fragmentation du moi. Il était impossible d'identifier le transfert dans son comportement chaotique, aussi bien sur le plan de sa vie de tous les jours, à l'hôpital, que pendant les séances. Cependant, petit à petit, son intégration du moi devint suffisante pour que chacune de nos séances acquiert une certaine cohérence et que j'arrive, sans trop de peine, à retrouver dans les expériences de son enfance la source de ses réactions actuelles. L'équipe hospitalière du service où elle était, qui jusqu'alors n'avait su à quoi s'en tenir avec elle, découvrit qu'elle avait reconstitué sur place la famille de son enfance. Telle personne étant, pour elle, sa sœur aînée, telle autre sa mère, telle autre encore la bonne d'enfant de la famille, et ainsi de suite. Autre raison pour laquelle le thérapeute est long à sentir le rôle que joue le transfert dans la psychothérapie. Lorsqu'il a passé des mois à construire la relation, lorsque, enfin, après de multiples rejets pénibles et décourageants, il est en droit de penser qu'il compte personnellement pour ce patient, jusqu'alors inaccessible, il supporte particulièrement mal de s'apercevoir à quel point le patient l'a traité non comme un individu à part entière, mais comme l'incarnation, dans le transfert, d'une autre personne. Parfois, même le corps du thérapeute, pour ne rien dire des choses plus subtiles comme les sentiments, n'est pas vraiment perçu comme tel sur le patient. Chestnut Lodge, c'était le lieu d'exercice de Searles, situé à Rockville dans le Maryland, qui n'existe plus aujourd'hui. Le moi se compose au fur et à mesure que les fragments de réalité s'assemblent et font sens. Parfois c'est un leurre pour le malade. Il est capable d'arranger une réalité pour réduire ses angoisses, comme le fait d'intégrer l'équipe de soignants en tant que famille. Mais faire cela dépersonnalise les soignants, qui ne sont plus eux-mêmes, mais d'autres. Le moi, dans sa relation aux autres, a donc besoin d'attribuer des caractères plus ou moins familiers à son environnement. Dans cet exemple, le schizophrène a attribué des figures familiales. L'individu sain, lui, pensera aux amis, aux ennemis, aux agents, au patron, aux collègues, etc. Le malade n'a que 3 référents, lui, le thérapeute et le parent. Il y a une impossibilité de différenciation parce que le moi n'est pas assez mature, il est fragmenté. Le thérapeute n'est pas une personne totale, elle le sera quand le patient pourra se voir comme un moi total, comme une personne entière. Il peut y avoir également des difficultés quand le patient se sent pris pour un autre ou confondu par son interlocuteur, l'un des signes de non-intégration du moi. L'inverse, c'est donc l'idée que le patient prend son interlocuteur comme un fou, qui est la projection aliénée du patient. C'est également un mode de fonctionnement présent chez l'individu sain. Nous avons tendance à projeter sur les autres le même type de fonctionnement que le nôtre. Si je ressens le bruit comme une agression, je vais avoir tendance à penser que le bruit est aussi une agression pour l'autre. Et cela a des effets sur notre relation à autrui, qui est, pour le coup, réellement un autre moi, par définition. Il y a également la volonté chez certains schizophrènes, qui font un transfert sur le thérapeute, de vouloir compléter la personnalité du thérapeute qui symbolise la sienne. Cela proviendrait, pour l'auteur, d'un manque dans la relation symbiotique du patient à sa mère pendant la petite enfance. Mais cela produit le contraire du maintien ou de la constitution de la personne chez le schizophrène. Il a l'impression que la relation symbiotique peut le tuer, l'anéantir, puisque la symbiose, c'est le contraire du narcissisme et de l'égoïsme. C'est de la frustration. Dans quelques cas, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'impression que la symbiose va anéantir l'autre. Il y a une attention à porter à la lutte entre la partie consciente des malades et leur partie inconsciente. On a là l'utilisation des thèses freudiennes. Je vais vous lire un extrait. Le patient développe pour lui-même une force du moi, face aux impulsions du ça et aux représailles pathogènes du surmoi.
par identification au thérapeute qui peut accepter et intégrer à son soi plus large la relation d'objets partiels, subjectivement non humaines, que le patient encourage chez lui et dont il a besoin. Selon plusieurs auteurs, les interprétations de psychose de transfert doivent dépasser le simple niveau verbal. Bion écrit par exemple « La plupart du temps, le seul signe tangible sur quoi l'on puisse fonder une interprétation est fourni par le contre-transfert. Par le terme de contre-transfert, il désigne manifestement les réactions affectives de l'analyste face au transfert du patient. Pour illustrer le rôle que jouent sur le plan les sentiments de l'analyste, il rapporte, cité plus haut, une interprétation de transfert réussie qui, initialement, était partie du fait qu'il avait eu conscience de craindre que le patient n'ait des intentions meurtrières à son égard, alors même que rien dans le comportement du patient ne pouvait le faire penser à cela. Pour l'auteur, le patient ne parvient à être conscient de lui qu'en transférant sa personne sur le thérapeute. Le moi, c'est la conscience de soi et la conscience du monde. Il est normalement le médiateur des intérêts contradictoires du ça et du surmoi. Le ça, c'est les pulsions et les désirs. Quand il prend le dessus sur le moi, il est responsable des psychoses. Le surmoi, ce sont les interdits sociaux. Quand cela prend le dessus sur le moi, c'est responsable des névroses. Le problème pour le schizophrène, c'est que ce moi est faible, et il est vite submergé par ses parties inconscientes. Mais le fait que ce soit verbalisé n'est pas suffisant. Il faut interpréter un outil du thérapeute qui est le contre-transfert. Searles se réfère ici à Wilfred Bion, qui est un psychiatre, fondateur des psychothérapies de groupe et théoricien de la psychose. Il est né en Inde britannique en 1897, et il est mort en 1979. En 1955, il a écrit l'article « Language and the Schizophrenic ». Il est disponible gratuitement en ligne, mais il n'est pas traduit. Le contre-transfert, c'est la réaction du thérapeute face au transfert du patient, ce qui opère une rupture dans l'intérêt du patient. Celui-ci a moins de possibilités de se reconnaître dans le thérapeute. Si le patient reconnaît sa personne et qu'il ne s'apprécie pas, il peut avoir des envies violentes contre le thérapeute. Mais la personnalité du schizophrène peut aussi être projetée sur des objets inanimés. C'est un cas de délire selon l'auteur, mais une relation au monde plus saine que lorsqu'il s'agit de rendre autrui fou ou angoissé. Et là, on lit de la part de l'auteur comme une contradiction face à ce qu'on a vu auparavant dans un autre article. Depuis le début de l'exposé, cet effort, ou acting out, peut être caricaturé. D'ailleurs, c'est la perception que l'on a dans la culture populaire. Par exemple, les séries criminelles qui exploitent ces cas inexistants, irréalistes ou extrêmement minoritaires sans penser à un ensemble d'autres pathologies. Cet aspect d'acting out, donc d'effort pour rendre l'autre fou, pour être compris, doit être suivi d'un effort des autres pour interpréter, surtout de la part du thérapeute. L'auteur l'exprimera en ces termes. J'ai déjà donné plusieurs exemples de psychose de transfert où le patient, de manière ambivalente, essaie d'obliger le thérapeute à penser à sa place. Comme cela s'est passé dans le milieu familial du patient, où un parent, qui sait tout, a pensé à sa place. Il est typique qu'un tel parent doive conserver cette attitude de celui qui sait tout pour se défendre contre la confusion interne. Comme je l'ai dit, on a intérêt au bout du compte à admettre franchement sa propre confusion, suscitée par celle des propos de ses patients. Et je crois que, là encore, on peut voir après coup que la confusion du patient a, entre autres origines, une origine transférentielle du fait que s'établit une identification délirante à la confusion bien réelle dont souffre le parent thérapeute. Le fait que le thérapeute prenne conscience et reconnaisse sa propre confusion aide à résoudre l'aspect délirant, fou, de la confusion du patient. Cela permet en particulier de résoudre la moquerie, l'imitation caricaturale, le sadisme ou tout autre aspect destructeur des efforts du patient pour s'identifier au thérapeute. On sent bien ici que le pouvoir de s'imaginer comme l'autre est un outil de tout homme dans sa relation à autrui, et cela acquiert une autre dimension dans le cadre de la thérapie. Conclusion. Il y a un paragraphe qui conclut ce dernier article et qui conclut également le recueil. Je vais vous le lire. En résumé, je pense qu'il n'y a pas jusqu'aux manifestations de schizophrénie les plus folles, comme si elles provenaient véritablement d'un autre monde, qui ne se révèlent finalement pleines de sens et ne s'avèrent avoir un rapport avec la réalité, non seulement en tant que réaction transférentielle au thérapeute, mais même en tant qu'identification délirante à des aspects réels de la personnalité du thérapeute. Lorsqu'on commence à apercevoir ces significations dans le comportement du schizophrène, on se rend compte non seulement qu'il fait partie de la famille humaine, mais qu'en fait, il n'en est jamais vraiment sorti. Ce qui lui a fait défaut, c'est quelqu'un qui, tout au long, eût été assez avisé et perspicace
pour le savoir et assez courageux pour le reconnaître. Malgré les problèmes, surtout relationnels du schizophrène, il est humain. Et ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, cela a du sens. C'est caché, et il faut interpréter toutes ces manifestations symboliques. L'homme a une identité, même si sa conscience qu'il a de lui-même est fragmentée. Il est toujours humain dès qu'il y a un sens à ses actions et un sens au type de relation qu'il développe avec autrui et son environnement. Dans le cas du malade, on le sait seulement si on est perspicace et si on a du courage, parce que cela fait peur aux hommes sains de se confronter aux pathologies. Donc il y a un effort pour rendre l'autre fou. C'est un processus que tout individu entretient dans ses rapports à autrui. Le moi constitué et continue de se structurer grâce à la société, grâce aux autres. Il a des fondements idéologiques qui sont issus de ses vécus et de la réalité. Il va tenter de s'imposer au monde en déstructurant le moi de ses congénères. C'est une forme de lutte dans l'existence de tout individu, une obsession à la base de toute relation, jusqu'aux sciences et jusqu'à la politique. Merci d'avoir été à l'écoute de cette lecture que j'ai faite de l'effort pour rendre l'autre fou. À bientôt.